Que se passe-t-il lorsque le génie artistique entre en collision avec la réalité financière? Comment les chefs-d'œuvre les plus célébrés d'Hollywood sont-ils devenus les films mêmes qui ont détruit les studios qui les ont produits? Fritz Lang a dépensé une fortune pour construire des décors pratiques pour une ville futuriste entière. Orson Welles a dépensé 800 000 $ pour réaliser le plus grand film jamais fait que personne ne voulait voir. Et Joseph von Sternberg a créé le film le plus visuellement époustouflant des années 30 pour être licencié avant la fin. Ces chefs-d'œuvre acclamés par la critique n'ont pas seulement échoué au box-office, ils ont anéanti des studios entiers. Metropolis 1927, Studio UFA. L'épopée de science-fiction de Fritz Lang, Metropolis, n'était pas seulement ambitieuse, elle frôlait la folie. À une époque où la plupart des films coûtaient environ 50 000 $ à produire, Lang a convaincu les studios UFA de consacrer la somme incroyable de 5 100 000 $ à sa vision futuriste. Le réalisateur était obsédé par l'authenticité, construisant d'énormes décors pratiques, y compris un paysage urbain futuriste entier, des complexes souterrains pour les travailleurs et des machines fonctionnelles. Une scène comportant de la pluie artificielle a nécessité 48 tonnes d'eau et a failli noyer plusieurs figurants. Les dirigeants de UFA ont regardé avec horreur le budget exploser pour devenir le film le plus cher jamais réalisé à cette époque. L'histoire. Le perfectionnisme de Lang était légendaire. Il a exigé 90 prises d'une seule scène où l'actrice Brigitte Helm devait simplement lever les yeux d'une table. Lorsque le studio le supplia de ralentir, il aurait répondu « Si cela coûte 3 millions, c'est ce que cela coûte ». Le film a pris 17 mois à tourner et a employé plus de 37 000 figurants. Lorsque Metropolis a finalement été présenté en première, les critiques ont loué ses visuels révolutionnaires, mais le public s'est éloigné, rebuté par son intrigue complexe et sa longueur intimidante. Le film n'a récupéré qu'un quart de son énorme budget. La catastrophe financière fut si désastreuse que les studios UFA, autrefois la plus puissante société cinématographique d'Allemagne, furent contraints de fusionner avec leurs plus grands concurrents, Paramount MGM, pour éviter une faillite totale. Lang ne bénéficia plus jamais de la même liberté créative et le cinéma allemand perdit sa position de principal rival d'Hollywood. Le critique de cinéma Roger Ebert, plus tard, a écrit « Metropolis n'était pas juste un film, mais une déclaration de guerre technologique qui a ruiné le studio qui l'a créé. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des films les plus importants et influents jamais réalisés, avec son ADN visible dans tout, de Blade Runner à The Matrix. Intolérance, 1916. Triangle Film Corporation, Josh Work Producing. Corporation. Intolérance de D.W. Griffith était la réponse directe du cinéaste aux accusations de racisme suite à naissance d'une nation. Déterminé à créer le film le plus ambitieux de l'histoire, Griffith a imaginé une épopée vaste qui tisserait ensemble 4 histoires à travers 2500 ans d'histoire humaine. La production était sans précédent en termes d'échelle. Pour la séquence babylonienne seulement, Griffith a construit des décors de 300 pieds de haut occupant plus de 3 pâtés de maisons à Hollywood. La célèbre séquence de la chute de Babylone nécessitait 16 000 figurants, 250 chars et une flotte d'éléphants. Lorsque les dirigeants du studio de Triangle Film Corporation ont vu les coûts monter pour atteindre 2 500 000 $, ils ont paniqué, mais Griffith avait le contrôle créatif total. Le montage révolutionnaire du film entre 4 périodes temporelles différentes a dérouté et aliéné 1916 public. Malgré les éloges critiques pour ses prouesses techniques, Intolérance fut un désastre commercial, récupérant moins d'un tiers de son immense budget. Le coût financier fut dévastateur. La Triangle Film Corporation ne se remit jamais de la perte, vendant ses actifs dans 3 années. Griffith a personnellement perdu 1 million de $ de son propre argent et a été contraint de créer la Work Producing Corporation pour terminer le film, qui a également fait faillite peu de temps après. L'historien du cinéma Kevin Brownlow a noté « Griffith a construit la vision cinématographique la plus grandiose jamais conçue et ce faisant, il a détruit sa propre carrière. » Aujourd'hui, Intolérance est étudié dans toutes les écoles de cinéma comme un chef-d'œuvre du cinéma précoce, avec ses techniques de montage innovantes et son ambition influençant des générations de cinéastes de Sergei Eisenstein à Francis Ford Coppola.
Les Magnifiques Amberson, 1942, Mercury Productions, Air Cow Pictures. Après Citizen Kane, Orson Welles avait le monde du cinéma à ses pieds. Pour son deuxième long métrage, il a choisi le roman de Booth Tarkington sur le déclin d'une famille riche au début de l'automobile. Air Cow Pictures, enthousiasmé par l'acclamation critique de Kane, a accordé à Welles une liberté créative extraordinaire malgré les modestes performances commerciales de ce film. Welles n'a épargné aucune dépense, construisant des décors d'époque élaborés et utilisant des techniques novatrices de photographie à profondeur de champ qui nécessitaient des éclairages spéciaux coûtant des milliers de dollars supplémentaires. Son montage original durait 131 minutes et selon ceux qui l'ont vu, c'était même meilleur que Citizen Kane. Mais lorsque Welles est parti tourner des images documentaires au Brésil pour le gouvernement des États-Unis, le désastre a frappé. Les premières projections d'essai à Pomona se sont mal déroulées, le public trouvant le film déprimant. Au lieu d'attendre le retour de Welles, RKO a paniqué. Ils ont coupé 43 minutes du film, tourné une nouvelle fin plus joyeuse, et a effectivement détruit la vision de Welles. Même dans sa forme mutilée, le film a coûté 1 100 000 $ mais n'a rapporté que 630 000 $ au box-office. Bureau. Le désastre financier fut si grave que RKO licencia Welles et radia Mercury Production. Entièrement. Le studio ne s'est jamais complètement remis de la perte et s'est affaibli financièrement avant d'être vendu à Howard Hughes en 1948. Quant à Welles, il est devenu le martyr artistique le plus notoire d'Hollywood, un réalisateur de génie qui n'a jamais de nouveau bénéficié d'un soutien total de la part des studios. La critique de cinéma Pauline Kael a écrit plus tard que la version originale aurait été le plus grand film américain jamais réalisé. Fait. L'ironie est brutale. Ce qui reste de The Magnificent Ambersons est encore considéré comme un chef-d'œuvre, la bibliothèque du Congrès l'ayant sélectionné pour être préservé dans le registre national du film en raison de son importance culturelle, historique ou esthétique. Le diable est une femme, 1935 Paramount Pictures. La dernière collaboration de Joseph von Sternberg et Marlène Dietrich aurait dû être leur couronnement. Réussite. Situé en Espagne au XIXe siècle, ce film visuellement opulent présentait Dietrich à son apogée en tant que femme fatale qui détruit les hommes avec désinvolture, indifférence. Les dirigeants de Paramount ont initialement soutenu le projet, mais ont regardé avec horreur le perfectionnisme de von Sternberg faire exploser le budget à des niveaux sans précédent. Il a insisté pour recréer des carnavals espagnols avec des centaines de figurants en tenues élaborées. Costumes. Pour une simple scène de pluie, il exigea que l'eau soit éclairée sous un angle précis, nécessitant un tout nouveau système d'éclairage coûtant 75 000 $ d'aujourd'hui. La cinématographie était révolutionnaire. Von Sternberg utilisa des superpositions complexes de lumière, d'ombre et de filtres de gaz pour créer des images ressemblant davantage à des peintures baroques qu'à des plans conventionnels de film. Mais ces techniques nécessitaient du matériel sur mesure et d'innombrables prises, ce qui a fait exploser les coûts de production à près de 900 000 $. Lorsque le film a enfin été sorti, le public l'a complètement rejeté. L'histoire sombre et les visuels artistiques étaient trop avancés pour les spectateurs de 1935, et le film n'a rapporté que 200 000 $. Le coût financier est survenu au pire moment possible pour Paramount, qui était déjà au bord de l'insolvabilité en raison de la Grande Dépression. En quelques mois, le studio a déclaré faillite et a subi une réorganisation complète. Von Sternberg a été effectivement mis sur liste noire, ne retravaillant jamais avec le budget ou la liberté créative qu'il avait connue précédemment. Le gouvernement espagnol a été tellement offensé par la représentation des hommes espagnols dans le film qu'il a interdit tous les films de Paramount en Espagne et a menacé de brûler le négatif. L'historien du cinéma Andrew Sarris l'a plus tard qualifié de plus beau film en noir et blanc jamais réalisé, et des réalisateurs de Martin Scorsese à Pedro Almodovar l'ont cité comme une influence majeure. Comme tant de chefs-d'œuvre artistiques, son éclat n'a été reconnu que des décennies après qu'il ait contribué à détruire le studio même qu'il a créé. Les Chaussons Rouges, 1948. Les Archers. Juste indépendant. Producteur. Le drame de ballet en Technicolor a coupé le souffle de Michael Powell et Emmerich Pressburger de Red Shoes, a failli ruiner leur société de production avant de devenir l'un des films les plus influents de l'histoire du cinéma. G. Arthur Rank, le magnate britannique de la distribution qui a financé le film, a initialement soutenu la vision ambitieuse de Powell et Pressburger. Mais alors que les coûts de production ont grimpé à 505 000 livres sterling, environ 9 millions de dollars à l'argent d'aujourd'hui, il a commencé à paniquer. Les cinéastes ont insisté pour tourner la séquence centrale de 15 minutes de ballet comme une expression artistique pure plutôt qu'une nécessité narrative.
et Arcero Davos Macaxamel, un concept presque inconnu en 1958-1948. Les techniciens ont dû développer des méthodes entièrement nouvelles pour capturer les séquences de danse élaborées, y compris une plateforme de caméra flottante spéciale qui bougeait avec la danseur. Le procédé Technicolor nécessitait 3 fois plus d'éclairage que les films standards, et Powell exigeait des dizaines de prises pour chaque scène, insistant pour que les valeurs chromatiques soient exactement correctes. Lorsque The Red Shoes a finalement été présenté, le public britannique était indifférent, et les distributeurs américains ont d'abord refusé de le sortir, affirmant que les Américains ne regarderaient pas un film sur le ballet. Le film a obtenu seulement un modeste début initial, sorti avec des recettes au box-office bien en dessous de son coût énorme. Le désastre financier a forcé Powell et la société de production Pressburger, The Archers, à fusionner avec le plus grand Independent Producer Studio, mettant essentiellement fin à leur indépendance. Rank, furieux à propos de ses pertes, a sévèrement restreint leur budget pour les projets futurs. La grande ironie est survenue des années plus tard lorsque le film a trouvé son public grâce aux reprises dans les cinémas d'art et d'essai. Martin Scorsese l'a qualifié de film qui l'a le plus inspiré à devenir réalisateur, et en 2009, il a personnellement financé une restauration complète. Aujourd'hui, Les Chaussons Rouges est considéré comme l'un des plus grands films britanniques jamais réalisés, et parmi les plus belles utilisations du Technicolor dans l'histoire du cinéma, l'Institut britannique du film le classant au 9e rang des plus grands films britanniques de tous les temps. Avidité, 1924. Metro-Goldwyn Pictures. L'adaptation par Erich von Stroheim du roman de Frank Norris McTeague a commencé comme une tentative de créer le film le plus réaliste jamais réalisé. Von Stroheim a insisté pour tourner dans les lieux réels décrits dans le roman, y compris Death Valley en plein été, où les températures atteignaient 120 degrés et plusieurs membres de l'équipe se sont effondrés à cause de l'épuisement par la chaleur. L'engagement du réalisateur envers le réalisme ne connaissait pas de limite. Il exigeait que l'appartement miteux du personnage soit construit avec des vraies lattes et plâtres plutôt que des façades de studio. Lorsqu'une scène nécessitait un cabinet dentaire, il fit venir et installer de véritables équipements dentaires des années 1890. Son souci du détail s'étendait jusqu'à insister pour que les figurants et les scènes de rue aient des poches remplies de contenu authentique de l'époque, même si cela ne serait jamais visible sur caméra. Après 2 ans de production, von Stroheim a livré son montage, une épopée de 42 bobines et 8 heures qu'il considérait comme son chef-d'œuvre. Les dirigeants du studio chez Metro-Goldwyn étaient horrifiés. Le studio nouvellement fusionné faisait déjà face à des difficultés financières et ils exigèrent des coupes. Von Stroheim finit par livrer une version de 4 heures, qui fut encore jugée trop longue. Sans sa permission, le studio réduisit le film à 140 minutes, détruisant une grande partie de son vision. Même sous sa forme mutilée, Greed a coûté 750 000 $, 11 500 000 $, aujourd'hui, et a rapporté moins de 250 000 $ au box-office. Le coût financier a contribué de manière significative à la quasi-faillite de Metro-Goldwyn et à la fusion forcée avec le plus petit studio de Louis B. Mayer pour créer La carrière de von Stroheim ne s'est jamais remise. Il a été jugé impossible à travailler avec et s'est finalement retrouvé à jouer plutôt qu'à diriger. La version originale intégrale de Greed est considérée comme le chef-d'œuvre perdu le plus grand du cinéma. La critique de film Pauline Kael a qualifié la version originale perdue de « le film le plus discuté que presque personne n'a jamais vu ». Malgré cela, la version survivante de Greed est encore considérée comme l'une des plus grandes réalisations du cinéma muet, avec sa représentation sans faille de l'avidité humaine et de la décadence morale influençant des générations de cinéastes, d'Orson Welles à Paul Thomas Anderson. La Nuit du Chasseur, 1955. Paul Gregory. Production. Le seul effort de réalisation de l'acteur Charles Laughton, La Nuit du Chasseur, n'était pas seulement un échec commercial. Il a été si mal accueilli qu'il a mis fin à sa carrière de réalisateur après seulement un film. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands films américains jamais réalisés. United Artists a accepté de distribuer le film, mais n'a fourni qu'un budget modeste de 700 000 $. Laughton, déterminé à créer quelque chose de vraiment original, a engagé le directeur de la photographie Stanley Cortez, qui avait tourné The Magnificent Ambersons. Ensemble, ils ont créé un style visuel mêlant expressionnisme allemand, gothique du Sud et imagerie de contes de fées cauchemardesques, différent de tout ce que le public américain avait vu auparavant. Laughton a insisté sur des décors élaborés et stylisés plutôt que des lieux réalistes, créant une séquence de voyage fluvial onirique qui a pris des semaines à filmer dans un bassin en studio. Il a dirigé les jeunes acteurs à travers des dizaines de prises, passant des jours sur des scènes qui normalement seraient tournées en heures. Quand les producteurs se sont plaints des coûts qui augmentaient, Laughton aurait répondu « Je ne fais pas un film,
Je fais un cauchemar. Lorsque La Nuit du chasseur est sorti en 1955, il a été rejeté par le public et les critiques. Complètement. Ses images troublantes, sa morale ambiguë et son style visuel unique n'ont tout simplement pas séduit les spectateurs des années 1950. Le film n'a rapporté que 400 000 $ pour un budget de 700 000 $. L'échec financier a condamné Paul Gregory Productions, qui a fermé peu après la sortie du film. L'automne, dévasté par ce refus, ne réalisa plus de films, revenant à l'interprétation jusqu'à sa mort en 1962. La rédemption du film est venue des décennies plus tard, lorsqu'une nouvelle génération de critiques et de cinéastes l'a redécouvert. Le réalisateur Martin Scorsese a dit « C'est l'un des films les plus terrifiants jamais réalisés ». En 1992, il a été sélectionné pour être conservé dans le National Film Registry, et aujourd'hui, il apparaît fréquemment sur les listes des plus grands films de tous les temps. Sunrise, A Song of Two Humans, 1927, Fox Film, la corporation. Lorsque la Fox Film Corporation a amené le réalisateur expressionniste allemand F.W. Murnau à Hollywood, elle lui a donné un budget sans précédent d'1 million de $, équivalent à 15 millions aujourd'hui, et un contrôle créatif total pour créer ce qu'ils espéraient être le film le plus artistiquement significatif jamais réalisé, fabriqué. Murnau dépensait sans compter, construisant des décors gigantesques, y compris un ensemble entier fonctionnel, ville couvrant plus de 20 acres et un système de tramway entièrement fonctionnel. Pour une simple scène de marais, il fit développer par des ingénieurs un nouveau système pour créer du brouillard, au lieu de se contenter des effets de fumée standard. Son insistance sur des mouvements de caméra complexes nécessita le développement d'une nouvelle technologie, y compris un chariot personnalisé pouvant se déplacer dans n'importe quelle direction. Alors que les coûts de production montaient à 1 200 000 $, les dirigeants de Fox restaient confiants que la réputation artistique de Murnau se traduirait par un succès au box-office. Ils étaient mal. Malgré le fait d'avoir remporté le seul Oscar jamais décerné pour une production unique et artistique lors de la première cérémonie des Oscars, Sunrise n'a rapporté que 550 000 $ au box-office. Le coût financier est survenu au pire moment possible. Juste au moment où Fox était ébranlé par cette perte, la transition vers les films sonores nécessitait un investissement massif dans de nouvelles technologies. La pression financière combinée a forcé la Fox Film Corporation à une position précaire, menant finalement à sa fusion avec 20th Century Pictures en 1935. Murnau n'a jamais terminé un autre film à Hollywood, retournant en Europe où il est mort dans un accident de voiture en 1931. La grande tragédie est que Sunrise est désormais universellement reconnu comme l'un des plus grands accomplissements du cinéma. Le critique légendaire Roger Ebert l'a qualifié de jalon de l'accomplissement artistique, Torgi Working Porter Craden. Et en 2012, le sondage des critiques de Sight and Sound l'a nommé 5e plus grand film de tous les temps, The Most Beautiful, 1944, Toho Film. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le cinéaste japonais Akira Kurosawa s'est lancé dans son deuxième long métrage, une œuvre de propagande qui deviendrait ironiquement l'une de ses déclarations artistiques les plus personnelles. Le film le plus beau se concentrait sur les travailleuses d'une usine d'optique fabriquant des lentilles pour équipements militaires, et Toho Film s'attendait à un drame patriotique simple. Cependant, Kurosawa avait d'autres idées. Obsédé par l'authenticité, il insista pour que les actrices vivent dans un véritable dortoir d'usine pendant des semaines avant le début du tournage. Il leur fit apprendre les techniques réelles de polissage de lentilles par des ouvrières, ce qui aboutit à des actrices avec des bandages, saignants, doigts. Lorsque les dirigeants du studio se sont plaints de la période de pré-production prolongée et des coûts croissants, Kurosawa aurait répondu « Nous ne faisons pas un film sur les ouvrières d'usine, nous créons des ouvrières d'usine qui est le acte ». La production a rapidement dépassé le budget car Kurosawa a tourné plus de 50 000 pieds de pellicule, 10 fois plus que ce qui était typique pour un film japonais de cette époque. Son insistance à filmer dans une véritable usine en activité pendant la guerre a entraîné de nombreux retards et complications, car les responsables militaires interrompaient constamment les tournages pour des raisons de sécurité. Préoccupation. Une fois terminé, le film a coûté à Toho près de 500 000 yens, soit environ 5 millions de $ en monnaie actuelle, une somme astronomique pour un studio japonais à l'époque. En temps de guerre. Bien que le film ait reçu une certaine attention critique positive, les restrictions sévères en temps de guerre sur les opérations théâtrales et la situation de plus en plus désespérée du Japon signifiait que The Most Beautiful a à peine récupéré un quart de son budget. La tension financière a presque failli mettre Toho en faillite, qui n'a survécu que grâce à un renflouement gouvernemental liant le studio encore plus étroitement à la propagande de guerre. Effort.
Kurosawa lui-même a failli être mis sur liste noire, mais a été sauvé par son mentor, le réalisateur Kajiro Yamamoto. Aujourd'hui, The Most Beautiful est reconnu comme une œuvre formatrice dans le développement de Kurosawa, mettant en avant son obsession pour le réalisme et l'approche quasi-documentaire qui définirait plus tard des chefs-d'œuvre comme Les Sept Samouraïs. L'historien du cinéma Donald Ritchie l'a qualifié de Irremer Writing. Le moment où Kurosawa a trouvé sa voie en tant que cinéaste, malgré le fait que cela a failli mettre fin à sa carrière avant qu'elle ne commence vraiment. Lola Montes, 1955, Gamma Film. Le dernier film de Max Ophuls, Lola Montes, était la production européenne la plus chère de son époque et le seul film en couleur du réalisateur. Basé sur la vie de la célèbre danseuse et courtisane du 19e siècle, Ophuls a imaginé un récit non linéaire structuré comme un spectacle de cirque, avec les scandales de Lola présentés comme des numéros de cirque. Gamma Film, une petite société de production franco-allemande, a accepté de financer ce qu'il pensait être un drame historique commercial. Mais Ophuls avait de plus grandes ambitions. Il exigeait des décors de cirque élaborés avec un équipement de trapèze fonctionnel, d'immenses toiles de fond peintes et un rail de caméra rotatif entourant toute la piste principale du cirque. Pour les séquences de flashback, il insistait sur la reconstitution d'intérieurs de salons parfaitement d'époque et royaux. Palais. Le budget a rapidement grimpé à plus de 700 millions de francs, soit environ 8 millions de dollars aujourd'hui. Le perfectionnisme d'Ophuls a atteint un statut légendaire. Pour une simple scène de Lola dansant sur une corde raide, il a fait s'entraîner l'actrice Martine Carroll avec des artistes de cirque professionnels pendant semaines, puis a insisté sur 38 prises malgré son épuisement et sa peur du vide. Lorsque Lola Montes a été présentée en avant-première au Festival du film de Venise de 1955, les critiques ont été déconcertés par sa narration fragmentée et son expérimentation formelle. Le grand public l'a complètement rejeté. Gamma Film, confronté à une faillite imminente, a forcé Ophuls à remonter le film dans l'ordre chronologique et a coupé près de 25 minutes, détruisant sa vision artistique. Même cette version compromise a échoué commercialement, rapportant moins d'un quart de son immense budget. Gamma Film a fait faillite en quelques mois et Ophuls est mort 2 ans plus tard, dévasté par ce qu'il considérait comme la mutilation de son chef-d'œuvre. L'ironie est apparue des décennies plus tard lorsque Lola Montes a été restaurée selon la vision originale d'Ophuls. Le réalisateur Stanley Kubrick l'a déclaré le plus grand film jamais réalisé et François Truffaut a écrit que « Tout ce que je veux du cinéma est dans ce film ». Les critiques modernes considèrent qu'il s'agit de l'une des plus grandes réussites du cinéma en matière de couleur, de photographie et de mouvement de caméra. Son échec commercial n'est plus qu'une simple note de bas de page face à son triomphe artistique. Napoléon, 1927, Société Générale des Films. L'épopée muette d'Abel Gans sur Napoléon Bonaparte n'était pas seulement ambitieuse, elle était révolutionnaire d'une manière qui a presque détruit sa société de production. La Société Générale des Films a accordé à Gans un budget de 17 millions de francs, soit environ 18 millions de dollars aujourd'hui, pour créer ce qu'ils espéraient être le film historique définitif de la France, épique. Gans avait des plans qui allaient bien au-delà du cinéma conventionnel. Il a inventé de nouvelles techniques de caméra, notamment en montant des caméras sur des chevaux, des traîneaux et des pendules. Pour les scènes de bataille, les opérateurs portaient la caméra sur leur poitrine et couraient aux côtés des acteurs. Plus célèbrement, il a développé la révolutionnaire Polyvision. Technique, un précurseur de l'écran large, utilisant 3 projecteurs synchronisés pour créer un triptyque massif, image. La production est devenue légendaire pour ses excès. Pour les séquences en Corse, Gans a insisté pour filmer dans la maison d'enfance réelle de Bonaparte. Pour les scènes de retraite enneigées, il a emmené toute la production dans les Alpes en hiver, ce qui a entraîné le gel des caméras et plusieurs membres de l'équipe ont souffert d'engelures. Le calendrier de tournage initial de 6 mois s'est étendu à près de 3 Lorsqu'il fut finalement achevé en 1927, Napoléon durait plus de 7 heures et nécessitait un équipement de projection spécial pour ses séquences en triptyque. La première fut une sensation culturelle, mais un désastre financier. Les exigences de projection spécialisée signifiaient que peu de salles pouvaient réellement projeter le film tel que Gans l'avait prévu, et la version complète ne fut diffusée que dans une poignée de cinémas français, les théâtres. Le coût énorme du film et les faibles revenus ont conduit à la faillite de la Société Générale des Films, qui a fermé ses portes en 2 années. Gans a passé le reste de sa carrière à essayer de préserver et restaurer son chef-d'œuvre, qui existait pendant des décennies sous diverses versions tronquées. L'historien du film Kevin Brownlow a passé plus de 50 ans à reconstruire la vision originale de Gans, et en 2016, la version entièrement restaurée de 7 heures avec des séquences Polyvision a finalement été projetée. Martin Scorsese l'a qualifié de véritable révolution cinématographique,
et Francis Ford Coppola a parrainé des projections de restauration avec un orchestre en direct. Orchestre. Ce qui a détruit un studio en 1927 est maintenant reconnu comme l'une des réalisations les plus révolutionnaires du cinéma. Limite 1931, Cinédia. Le réalisateur brésilien Mario Peixoto n'avait que 22 ans lorsqu'il a créé ce qui deviendrait le film d'art le plus légendaire d'Amérique latine et a presque détruit le premier grand studio de cinéma du Brésil dans le processus. Après avoir vu une photographie dans un magazine français de deux mains menottées tendues, à partir de l'eau, Peixoto a développé un récit expérimental sur 3 naufragés réfléchissant à leur vie passée. Cinédia, le studio pionnier du Brésil, a accepté de financer ce qu'il pensait être un mélodrame commercial, mais Peixoto avait des idées plus expérimentales. Il a insisté pour filmer de vraies scènes de noyade avec des plongeurs de sécurité juste hors cadre, a passé des semaines à capturer des vagues sous différents angles et a exigé des mouvements de caméra complexes, nécessitant des constructions sur mesure. Équipement. La production s'est étendue des 3 semaines prévues à plus de 8 mois, car Peixoto a méticuleusement élaboré des séquences qui avaient peu à voir avec les conventions. Narratif. Le budget a grimpé à plus d'1 million de reais, soit environ 3 millions de dollars aujourd'hui, une somme astronomique pour une production brésilienne de l'époque. Lorsque Limite a finalement été projeté en 1931, les spectateurs étaient complètement déconcertés par sa structure non narrative et abstraite. Image. Il ne fut projeté que dans 2 cinémas à Rio de Janeiro avant d'être retiré en raison de la faible fréquentation. Cinédia ne s'est jamais remis du choc financier, d'autant plus que la dépression mondiale a frappé l'économie du Brésil, et le studio a été contraint de réduire considérablement ses activités, devenant finalement une simple installation de location pour d'autres productions. Peixoto n'a jamais réalisé un autre film. Sa carrière s'est effectivement terminée avec l'échec commercial de Limite. Le film lui-même a failli disparaître, avec seulement une copie survivante, conservée dans la salle de bain de Peixoto pendant décennies. La grande ironie est survenue des décennies plus tard, lorsque le cinéaste Walter Salles a aidé à restaurer le film, et les critiques ont enfin reconnu son génie. Sergei Eisenstein l'a qualifié de l'un des plus grands accomplissements du cinéma, et Orson Welles s'est rendu au Brésil spécifiquement pour voir la seule copie existante. Aujourd'hui, Limite est considéré comme le plus grand film brésilien jamais réalisé et une œuvre pionnière en matière de visuel. La poésie, son échec commercial, un souvenir lointain comparé à son importance artistique. La passion de Jeanne d'Arc, 1928, Société générale des films. Le chef-d'œuvre muet de Carl Theodor Dreyer sur le procès et l'exécution de Jeanne d'Arc n'était pas seulement révolutionnaire sur le plan artistique, il fut également financièrement catastrophique pour sa société de production, déjà en difficulté. Société générale des films, encore sous le choc des dépenses massives pour le Napoléon d'Abel Gance l'année précédente, a accordé à Dreyer un budget substantiel de 7 millions de francs, environ 7 millions de dollars aujourd'hui, et s'attendait à un drame historique commercial. Au lieu de cela, Dreyer a créé l'une des œuvres les plus austères et exigeantes du cinéma. L'approche du réalisateur danois était radicale. Il insista pour construire d'immenses décors en béton des salles du procès, pour à peine les utiliser, se concentrant presque entièrement sur des gros plans des visages des acteurs. Il exigea que tous les acteurs jouent sans maquillage, ce qui était inédit à l'époque, et demanda à l'actrice Renée Falconetti de se couper les cheveux en vrai sur caméra. Lorsque le directeur de la photographie Rudolf Maté a suggéré une couverture conventionnelle, Dreyer aurait licencié 3 opérateurs caméra jusqu'à ce qu'il en trouve un prêt à filmer exactement comme réalisé. Le calendrier de production s'est étendu de 3 mois prévus à presque 1 an, car Dreyer a tourné plus de 700 000 pieds de pellicule pour ce qui deviendrait un long métrage de 82 minutes. Son obsession pour l'authenticité s'est étendue à la scène d'exécution, où il a insisté pour utiliser du véritable feu près des acteurs, ce qui a entraîné plusieurs blessures graves parmi l'équipe. Lorsque La Passion de Jeanne d'Arc a été présentée, les critiques ont reconnu sa réussite artistique, mais le public a rejeté son style intransigeant et son impact émotionnel éprouvant. L'intensité. Le film a rapporté moins de 2 millions de francs, couvrant à peine un quart de sa production. Coût. La catastrophe financière a porté le coup de grâce à la Société générale des films, qui a déclaré faillite en quelques mois. Pour ajouter à la tragédie, un incendie a détruit le négatif original peu après l'achèvement, et pendant des décennies, le film a circulé uniquement en copies inférieures, jusqu'à ce qu'une copie complète soit miraculeusement découverte dans un hôpital psychiatrique norvégien en 1981.
Aujourd'hui, La Passion de Jeanne d'Arc est constamment classée parmi les plus grands films jamais réalisés, avec la performance de Falconetti considérée comme peut-être la plus puissante de l'histoire du cinéma. Le réalisateur Luis Buñuel a dit « On a assez dit B-side ». Dans un seul film, Dreyer a surpassé tout ce qui avait été accompli dans le passé et a tracé une limite fixe entre le passé et l'avenir de l'art cinématographique. La chute de la maison Usher, 1928, Jane Epstein. Production. L'adaptation par Jane Epstein du conte gothique d'Edgar Allan Poe a été l'un des films les plus visuellement innovants de l'ère du cinéma muet et celui qui a mis en faillite la propre société de production du réalisateur. Après avoir eu du mal à obtenir un financement par les studios conventionnels, Epstein a créé sa propre entité de production et a investi ses économies personnelles au projet. La vision d'Epstein pour la chute de la maison Usher allait bien au-delà des films d'horreur typiques de l'époque. Il a développé de nouvelles techniques pour créer des images oniriques, y compris en filmant à travers de la gaze, de la gelée de pétrole étalée sur les lentilles et des miroirs qui déformaient l'image. Pour les séquences où la maison semble respirer, il a construit des miniatures élaborées avec des composants mécaniques qui ont pris des semaines à construire et à filmer correctement. Le budget de production a rapidement dépassé 500 000 francs, soit environ 3 millions de dollars aujourd'hui, une somme énorme pour une production indépendante de l'époque. Le perfectionnisme d'Epstein est devenu légendaire. Pour une simple prise de vue des arbres se balançant à l'extérieur du manoir Usher, il a attendu 3 jours pour avoir les conditions de vent parfaites, au lieu d'utiliser des méthodes artificielles. Lorsque le film a finalement été sorti, les critiques ont loué son aspect visuel, poésie, mais le public commercial l'a trouvé trop abstrait et intellectuel. Il a été brièvement diffusé dans les cinémas d'art parisiens avant de disparaître, rapportant moins d'un dixième de son coût de production. Coût. Le désastre financier a mis en faillite la société de production d'Epstein, et il a passé des années à rembourser des dettes personnelles. Sa carrière ne s'est jamais complètement remise, et il a eu du mal à trouver des financements pour de futurs projets, étant finalement contraint de faire commercial. La chute de la maison Usher a été redécouverte par les cinéastes de la nouvelle vague française, qui l'ont reconnue comme une œuvre pionnière de l'impressionnisme cinématographique. Le réalisateur Jean Cocteau l'a appelé « le seul film qui capture véritablement l'essence des rêves », et Martin Scorsese l'a cité comme une influence majeure sur son propre style visuel. Ce qui a autrefois ruiné son créateur est maintenant étudié dans tous les programmes de cinéma sérieux comme une pierre angulaire du cinéma d'avant-garde. Orphée, 1950. Film du Palais Royal. La réinterprétation modernisée du mythe d'Orphée par Jean Cocteau n'était pas uniquement ambitieuse sur le plan artistique. Elle a presque détruit sa petite maison de production. Film du Palais Royal, créé spécifiquement pour réaliser la vision de Cocteau, a investi tout son capital dans ce qu'ils espéraient être un film d'art commercialement viable. L'approche de Cocteau défiait le commercial. Considération. Il a insisté sur des effets pratiques plutôt que sur des astuces optiques, créant la célèbre scène du passage dans le miroir en remplissant des gants de mercure et en filmant les acteurs passant à travers une piscine d'eau vue de ci-dessous. Pour les séquences du monde souterrain, il exigeait des décors élaborés construits à des angles étranges avec des meubles spécialement conçus pour créer un environnement désorientant. Le budget du film a rapidement grimpé à plus de 80 millions de francs, environ 4,5 millions de dollars aujourd'hui, car le perfectionnisme de Cocteau a entraîné de nombreux reshoots. Pour une séquence de moins d'une minute, où la mort conduit Orphée à travers la zone entre les mondes, Cocteau a fait construire par des techniciens un système complexe de rétroprojection qui a pris des semaines à peaufiner. Lorsque Orphée a été présenté pour la première fois au Festival du film de Venise en 1950, les critiques l'ont salué comme un chef-d'œuvre, mais le public commercial était moins enthousiaste. La complexité philosophique et l'imagerie symbolique du film ont dérouté les spectateurs grand public, et il n'a rapporté que la moitié de son coût de production, malgré des avis positifs, critiques. La pression financière a effectivement mis fin à Film du Palais Royal, qui n'a produit aucune œuvre supplémentaire et a été dissous en des années. Cocteau lui-même a eu du mal à financer son prochain film, attendant 8 ans avant de trouver un financement pour Testament de Orphée. La grande ironie est qu'Orphée est maintenant considéré comme l'une des œuvres cinématographiques les plus influentes, avec des réalisateurs de David Lynch à Guillermo del Toro, le citant comme une inspiration majeure. Le critique de cinéma, Roger Ebert, a qualifié la plus belle visualisation du surnaturel jamais créée. Et en 2016, le British Film Institute l'a classé parmi les 50 plus grands films jamais réalisés. Alors, la prochaine fois que vous regardez un classique apprécié, rappelle-toi, derrière certains des plus grands triomphes du cinéma, se trouve l'épave des studios mêmes qui les ont rendus possibles. Leur sacrifice, bien qu'involontaire, nous a laissé un héritage artistique qui continue d'inspirer des générations de cinéastes et d'amateurs de films.
Si vous avez faim de trésors cachés, abonnez-vous et laissez votre curiosité s'animer, car le passé a encore de nombreux futurs devant lui.